donne moins à une femme de vieillir qu'à un homme. Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Je ne me positionne jamais comme une femme. En fin de compte, je me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. Femmes de télé, c'est le podcast qui donne la parole à celles qui rayonnent sur le petit écran. Bonjour, je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Depuis plus de 30 ans, Marina Carrère d'Ancos est la doc du PAF. Et si elle a formé un duo détonnant avec son ami Michel Simès dans le magazine de la santé jusqu'en 2018, c'est désormais seule qu'elle anime la quotidienne de France 5. Après avoir assuré son direct, elle me reçoit dans son bureau situé à Issy-les-Moulineaux, aux portes de Paris. Aujourd'hui, dans Femmes de télé, je reçois Marina Carrère d'Ancos. Marina, bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Alors, nous sommes dans vos bureaux de la production de 17 juin et vous sortez de direct là. Je sors comme tous les jours du direct immuable, du lundi au vendredi. Je suis à mon bureau à 15h après l'émission, après le démaquillage, tout ça. Moi, j'avais envie de retracer un petit peu votre carrière. Alors, tout d'abord, pourquoi vous êtes tournée vers la télévision ? Je me suis pas tournée vers la télévision, c'est un hasard complet. C'est la télévision qui est un peu venue me chercher, donc c'est pas du tout moi j'aurais jamais imaginé ni faire de toute façon une carrière à la télévision, ni faire une carrière de journaliste. Moi, j'ai fait des études de médecine, mais en même temps, pendant mes stages d'externe et d'interne, j'ai eu l'occasion de travailler dans des journaux. J'ai pris goût un peu à l'écriture déjà à ce moment-là. Et puis j'étais un peu consciente pendant mes études de médecine que l'exercice pur allait m'angoisser, donc qu'il faudrait peut-être que je trouve d'autres façons d'exercer. Donc j'ai quand même exercé quelques années, mais en même temps je faisais du journalisme à la fois santé au quotidien du médecin et puis grand public à Santé Magazine. Et puis voilà, et puis j'ai eu une proposition pour aller sur TF1 pour expliquer la santé aux enfants dans le Disney Club. C'était une chronique comme ça. Bon, j'ai pas trop réfléchi, j'ai dit on va essayer pour voir, et ça m'a amusé. Et puis ensuite voilà, Valérie Expert est venue me chercher pour Parole d'Expert. Voilà, c'est différents événements qui se sont faits sans que je les ai du tout appréhendés ni choisis. Bon, après, une fois qu'on m'a proposé, je suis allée voir parce que ça effectivement c'était intéressant, même si c'est pas a priori ce que je préférais, m'exposer, me mettre en avant, mais ça a bien fonctionné, et voilà, et ça fait 30 ans que ça dure, quoi. 30 ans, et oui, 30 ans. Qu'est-ce qui vous plaisait la première fois que vous avez fait de la télé ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Rien. Ça, en tout cas, c'est pas moi un mode d'expression qui me plaît. Moi, ça me plaît en tant que téléspectatrice, mais d'être moi exposée, c'est pas du tout quelque chose qui me plaît. Mais en l'occurrence, comme les premières fois, c'était pour expliquer la santé aux enfants. C'est un exercice extrêmement intéressant parce qu'à l'époque, je faisais du journalisme essentiellement médical au quotidien du médecin. Et c'est assez simple, parce que quand on fait du journalisme médical, il suffit de raconter avec les termes de médecin certains événements. Donc c'est très simple. C'est tout ce qui est grand public qui est plus compliqué parce qu'il faut traduire, vulgariser. Il faut vulgariser, il faut que ça soit parfaitement accessible. Donc là, ça demande un vrai exercice qui est vraiment intéressant. Et d'autant plus de s'adresser aux enfants. À des enfants, voilà. Et j'avais des thèmes. Le premier thème que j'avais, c'est quoi un vaccin, comment ça marche. Pas facile, pour des enfants. C'est des enfants qui avaient 7, 8, 9 ans. Donc, exercice compliqué. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé passionnant. Et c'est ça, dès le début à TF1, qui m'a beaucoup plu. C'était de pouvoir expliquer à des enfants de 8, 9 ans quelque chose d'extrêmement complexe comme mécanisme d'arriver. Je me disais, à partir du moment où j'arrive à le traduire comme ça, c'est que j'ai bien compris moi. Et mais c'était un sacré exercice, et ça, j'ai adoré. Alors vous disiez au début de cette conversation que vous êtes vite rendu compte qu'exercer ça allait être compliqué. Pourquoi ? Compliqué parce que moi j'ai pas confiance en moi du tout, et que je veux dire, autant honnêtement de travailler à la télévision, si on bafouille c'est pas très grave. Si on se trompe de diagnostic quand on est médecin, c'est quand même un vrai souci. Et moi, j'étais convaincue de pas être à la hauteur, convaincue que j'allais risquer de tuer un de mes patients. Donc, je faisais vérifier mes diagnostics par des confrères. Bon, il y a un moment, ça devient un peu inconfortable. C'était vraiment une épreuve pour moi. Donc, même si j'adore la médecine, et puisque je suis dedans depuis 30 ans en tant que journaliste, je me régale parce qu'intellectuellement, c'est fascinant. Parce que de recevoir des patients tous les jours, il y a ce contact, il y a ce lien humain que j'adore. Mais exercer avec la responsabilité de faire des diagnostics, et de soigner, c'était trop lourd pour moi. Vous regrettez aujourd'hui de ne pas avoir... Je n'ai aucun regret, j'étais pas à l'aise dans l'exercice pur, et je considère que moi, la médecine, je l'exerce en étant journaliste. Voilà, en accueillant des patients tous les jours, des médecins, en décryptant, en écoutant les patients, en décryptant ce que disent les médecins. C'est vraiment ma façon à moi d'exercer la médecine qui, pour moi, est très confortable,
vraiment. En plus, j'ai une chance extraordinaire, c'est que du coup, je fais de la formation médicale continue depuis 30 ans. Et je peux vous dire qu'en 30 ans, il s'en est passé des choses en médecine, ce qui est quand même c'est impressionnant, toute l'évolution que j'ai pu voir. Donc non, moi, je me régale en permanence. Donc si je vous demande si vous êtes davantage journaliste ou médecin, vous ne savez pas me répondre. Si, je suis davantage médecin parce que j'ai pas la compétence pour être journaliste autre chose. Quand j'avais accepté Le Monde en face, que j'ai fait pendant des années, je l'avais accepté non pas pour parler politique, géopolitique ou économie, mais parce qu'il y avait une part humaine dedans. J'écoutais des histoires, y compris sociétale, des... Voilà, c'est exactement ça que je faisais. C'est cette possibilité, en tout cas, ou cette capacité à écouter qui m'a intéressée dans cet exercice. Cette curiosité et cette envie d'aller vers les autres, elle vous vient de l'éducation que vous avez reçue ? Non, elle vient de mon histoire personnelle, vraiment, qui fait que j'ai été très sensibilisée à différentes problématiques, à différentes souffrances, et que c'est ça, je pense, qui m'a permis, même si moi je me sens pas forcément légitime, donc si moi je me mets pas en avant, au contraire d'être en retrait et d'écouter et de laisser parler les gens. Vous faites allusion à l'accident que vous avez eu oui, d'autres problèmes que j'ai eu dans mon existence et qui toutes m'ont vraiment conforté dans l'idée que l'humain c'était quand même ce qui avait le plus intéressant. Alors vous avez grandi dans une famille assez singulière. Vous êtes la fille d'une académicienne. Est-ce que c'est un héritage qui est lourd à porter, d'avoir une mère académicienne ? Oui, non seulement académicienne, mais perpétuelle de l'académie. Oui, c'est lourd à porter. Alors, c'est à la fois un cadeau, hein, je vais pas non plus exagérer. Hein, c'est plus facile que d'avoir une mère au chômage qui doit se battre pour nourrir ses enfants le soir. Hein, faut pas non plus. Mais c'est lourd à porter parce qu'il y a une exigence qui est terrible, parce qu'on doit être à la hauteur, parce que on n'est pas censé se reposer, on est censé réussir. Donc oui, bien sûr que c'est difficile. En même temps, on est très aidé parce que mes parents ont pu me payer des études confortables, parce que ils étaient dans le soutien intellectuellement. Donc c'est aussi un cadeau. Hein. C'est une chance extraordinaire de pouvoir faire les études qu'on veut dans des conditions qui sont extrêmement agréables, sans avoir à travailler à côté pour se payer ses études. Non, de ce côté-là, c'est très très valorisant. Mais en revanche, oui, ce qui est compliqué, c'est l'exigence demandée. Est-ce que ça a été compliqué pour vous d'obtenir une légitimité dans ce domaine-là ? Bien sûr. Ça a été compliqué d'obtenir une légitimité parce que d'abord je suis une femme et que les femmes, alors il y en a plus aujourd'hui, et surtout il y en a beaucoup sur France 5, qui est une chaîne vraiment qui fait confiance aux femmes et qui les met en avant, parce qu'il y a quand même très très peu de chaînes où une femme est seule à la tête d'une émission, c'est quand même pas fréquent. À France 5, c'est un florilège, donc voilà, ça j'ai toujours eu cette chance-là. Mais quand j'étais avec Michel, pendant toutes ces années, et avant, j'ai dû m'imposer, parce que il faut en faire 2 fois plus pour une femme pour être crédible, hein, 2 fois plus. Et voilà, et que quand on a un souci avec les enfants et qu'on doit s'absenter, j'avais beau appeler mon mari qui me disait oui, mais moi je peux pas. Bon, bah d'accord, ok, c'est moi qui rentre. C'est moi qui craque. C'est pareil à la télé, quoi. Je veux dire, il faut effectivement en faire 2 fois plus pour être légitime et crédible, avec les mêmes diplômes, avec le même bagage, avec plus de travail. 2 fois plus de boulot, et c'est effectivement très compliqué. Voilà, il y a souvent des invités qui se tournaient vers Michel en disant bon, de toute façon le médecin c'est vous. Oui, ben non, moi aussi, mais non, c'est très compliqué d'arriver. D'abord, longtemps on considère que on n'imagine pas que vous êtes effectivement médecin, un vrai médecin. Et puis une femme à la présentation, il faut beaucoup de temps. C'est vraiment un milieu quand même d'hommes, même si ça évolue. Et c'était moi quand j'ai commencé quand même un milieu assez machiste quand même. Hein. Moi, je trouve qu'il évolue, hein, franchement. Mais quand même, c'est les premières années, il a fallu vraiment bosser. Il y a des moments où c'est un peu énervant, quoi. On vous a fait des remarques sexistes, machistes ? Non, on m'a jamais fait de remarques ni sexistes ni machistes. J'ai jamais été confrontée à quelque forme de violence. Alors c'est vrai cela dit, je sais pas si c'est lié à moi. Je sais par exemple que quand je faisais mes études quand j'étais en médecine, vous savez, il y a ce qu'on appelle la salle de garde où les gens se lâchent, les médecins se lâchent, etc. Et moi, ils m'ont toujours dit, de toute façon, on attend que tu sois parti pour pouvoir se lâcher. Donc, j'ai peut-être quelque chose qui refroidit un peu, j'en sais rien. Je sais pas ce que c'est. Si les gens osent pas devant moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, non, j'ai jamais été confrontée à une quelconque forme de sexisme ou de machisme, si ce n'est qu'effectivement, devoir travailler 2 fois plus pour être légitime, ça en est une. Mais sans aucune violence ou agression, jamais. Est-ce que même de la part de la profession, votre exposition télé vous a valu quelques critiques ? Alors jamais. Honnêtement, j'ai d'emblée été extrêmement
bien vu de manière éthique par le corps médical. D'ailleurs, on a toujours, et ça a toujours été très facile d'inviter des médecins, de les faire se déplacer, de tout dans l'émission. On n'a jamais eu de soucis. Mais je pense que c'est notre façon qu'on a eu, Michel et moi, d'envisager cette émission et la façon de parler santé, de parler aux médecins, de parler aux patients. Je pense qu'on est resté, mais je pense que c'est lié au fait qu'on est médecin et qu'on a le bagage qu'on a, Michel et moi, mais on était, je pense, très éthique, vraiment. On disait, il y a peu de femmes à la télé, même si c'est en train de bouger. Je pense que vous cumulez, il y a peu de femmes médecins à la télé. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Déjà, c'est vrai qu'il y a peu de femmes, parce que quand elles sont sur les plateaux, elles sont souvent en co-présentation. C'est rare, effectivement, qu'on ait des émissions pour nous. Et après, d'être spécialiste, ça aide quand même parce que ça apporte de la crédibilité. Alors, il y a peu de médecins, effectivement, de médecins femmes à la télévision, qui ont une émission encore moins. Je pense que c'est plus effectivement les hommes qui se sont installés dans ce créneau. Je sais pas très bien pourquoi, parce que je trouve qu'elles sont tout à fait compétentes et au contraire dans une empathie souvent pas supérieure, mais en tout cas dans une vraie empathie avec les patients, donc qui viennent, les témoins qui viennent. Donc je sais pas pourquoi les femmes se sont pas emparées de ça. Elles ont peut-être trouvé ça compliqué, peut-être qu'on leur ouvre pas assez les portes aussi. Voilà, moi je remercie pour ça cette chaîne de m'avoir accueillie avec bienveillance. Et c'est vrai que quand Michel est parti, c'était pas évident pour la chaîne de dire finalement on va continuer. Et maintenant ça fait même plusieurs mois que je suis toute seule à l'antenne et toute seule à présenter. Et c'est une confiance totale, quoi. C'est vraiment, mais je pense que ça ne serait pas le cas de toutes les chaînes. Oui, donc on disait peu de femmes médecins à la télé. J'ai l'impression que c'est pas tellement représentatif de la profession. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes ? Globalement, je pense qu'il y a plus d'hommes, très clairement. Et quand on voit la crise du Covid et la façon dont les médecins ont été mis en lumière, ils sont apparus sur tous les plateaux, à part quelques femmes, 3-4 femmes, je dirais, donc Karine Lacombe par exemple, il y en a très peu qui se sont installés, j'allais dire, sur les plateaux de télévision. C'est majoritairement quand même des hommes. Donc je crois que c'est encore quand même le réflexe des journalistes d'appeler des hommes. Je ne sais pas pourquoi, je peux pas vous dire, c'est plus facile, j'en sais rien. Mais ou c'est les hommes qui plus facilement veulent s'exposer, je ne sais pas quelle est la raison. Mais effectivement, la crise du Covid a quand même montré ça. On n'a pas été envahi par les femmes. Vous anticipez la prochaine question, c'est parfait. Effectivement, pendant la crise du Covid, on l'a vu, c'était essentiellement des hommes qui faisaient porter absolument. leur voix. Il y a Odile Launay, il y a Karine Lacombe, il y en a, je dirais vraiment 3-4. Catherine Hill. Catherine Hill, mais qui était moins sur les plateaux, qui était un peu toujours à distance, qui est épidémiologiste. Mais voilà, elle se compte sur le doigt d'une seule main, les femmes, alors que les hommes ont tous été là. Alors c'est vrai que d'abord, c'est souvent des chefs de service qu'on invitait. Il y a quand même plus de chefs de service hommes que de chefs de service femmes. Donc c'est quand même représentatif d'une réalité. Oui, autant il y a vraiment maintenant beaucoup de médecins ou de chirurgiens femmes, mais à la tête des services, ça reste quand même masculin, il n'y a pas à dire. Donc c'est vrai que c'est la facilité d'aller inviter le chef de service. Donc plus facilement, c'est les hommes qui ont occupé les plateaux. Mais c'est vrai que ça a été quand même assez marqué, cette différence. Et d'ailleurs, quand on voit les violences qu'ont subies, notamment une femme comme Karine Lacombe, qui est une infectiologue à la fois remarquable et tout à fait sensée, qui a beaucoup apporté à cette crise du Covid et aux propos qu'on avait besoin d'entendre. Elle tenait les mêmes propos que certains hommes, mais elle a reçu des menaces de mort. Mais de menaces de mort, de viol, enfin c'est inimaginable. Bon, les hommes, certains ont reçu des menaces de mort, mais je veux dire, il y a une violence qui est scandaleuse vis-à-vis effectivement de ces femmes qui se sont mises en avant uniquement pour les téléspectateurs. Karine Lacombe, elle en a rien à faire de montrer sa tête, c'est pas son problème. Elle a vraiment, elle prenait sur son boulot pour aller expliquer. J'ai été moi hallucinée par la violence de ce qu'elle a subi, cette femme. Donc voilà, ça c'est aussi quand même quelque chose de particulier. Il y a aussi, je pense, des femmes qui veulent pas être non plus confrontées à ça parce que c'est lourd à porter. Vous échangiez justement avec Karine Lacombe à ce moment-là. Bien sûr, la crise. Mais j'ai échangé avec. Solidarité entre vous aussi. Mais pas tellement en tant que femme à ce moment-là. À l'époque, j'avais je dirais 4-5 correspondants essentiels avec qui j'échangeais régulièrement pour savoir vers quel angle un peu axer les émissions, les interviews et les sujets. Mais après, j'ai plus échangé avec elle quand effectivement elle a subi des violences parce que j'ai trouvé que c'était tellement inadmissible que je l'ai soutenue, bien sûr. Mais voilà, sinon pour l'intérêt de l'émission, j'avais 4-5 correspondants très 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 réguliers avec qui échanger pour savoir où on en était, parce que à part les gens qui sont dans les services, les autres, moi je veux bien qu'il y ait plein de gens qui sont intervenus, je ne sais pas d'où ils tiraient leurs informations, moi j'avais besoin uniquement d'intervenants qui étaient sur place, confrontés tous les jours à ce qu'on vivait.
Oui, la crise sanitaire, elle a marqué quelque chose. C'est devenu un sujet de débat, les vaccins, les masques, etc. Où finalement, tout le monde s'exprimait sur le sujet. Quel regard vous portez là-dessus? Qu'on ait laissé ouvert. Mais d'abord, on a vécu quelque chose quand même d'inédit, faut bien dire, parce que moi, la dernière épidémie vraie quand je dis vraie, énorme que j'ai connue, c'était l'épidémie de SIDA, qui ne concernait globalement à l'époque qu'une partie de la population, donc tout le monde se sentait pas concerné, menacé. C'était pas du tout la même chose. C'est la première fois qu'on a une épidémie, qui bouleverse la vie du monde entier, ce qui est quand même inimaginable. Donc on comprend que tous les gens aient des opinions. Moi, je comprends très très bien. Là où je suis pas énervée, mais où je suis plus que dubitative, c'est pas vis-à-vis des gens du grand public qui s'expriment. C'est de la part des journalistes qui vont tendre des micros à des personnes qui ont leur opinion, mais qui n'ont aucun bagage pour l'avoir, et qu'ensuite on relaye éventuellement des pensées qui sont très personnelles, mais qui sont fausses, notamment médicalement, et qu'ensuite ça influence énormément de gens. Mais c'est pas du tout aux gens que j'en veux, moi c'est aux journalistes. Je trouve on a une responsabilité importante quand on est journaliste, et cette crise a été compliquée à gérer pour ça, parce qu'il a fallu faire des choix. Des choix d'audience, notamment, parce que c'est sûr qu'il y a des invités qui font plus le buzz, comme on dit, que d'autres. Voilà, moi, en tant que médecin, que citoyenne et que journaliste, on a fait, c'est pas moi, c'est toute la rédaction, c'est cette émission, on a fait le choix de ne pas faire de buzz. On a fait le choix de suivre un trajet qui était, on écoute ce que dit la science, en sachant que ce qu'on dit un jour et sûrement peut-être faux le lendemain, parce que ça évolue très vite, cette crise. Donc on reste extrêmement humble et on suit ce que dit la science pour informer au plus près le grand public. Après, il se fait l'idée qu'il veut. Après, c'est son choix à lui. Mais nous, on a considéré que c'était les scientifiques, et notamment les scientifiques, soit chercheurs, soit au sein des services, qui étaient les plus compliqués. Ce qui explique, par exemple, qu'on n'ait pas invité le professeur Raoult dans l'émission, alors que moi, ça fait longtemps que je suis ses travaux et que je dirais pas ce que je pense de son attitude aujourd'hui, mais en tout cas, ça a été un grand chercheur, cet homme. Il a eu beaucoup d'idées, il a fait beaucoup de choses bien. On n'a jamais voulu parce que c'était pas le choix qu'on avait fait. C'était pas le choix de débattre de sujets qui nous paraissaient polémiques, qui pour l'instant n'étaient pas validés scientifiquement. Donc c'était un choix qu'on a fait, qui était un choix d'audience. C'est pour ça, encore une fois, France 5 nous a jamais imposé ce genre de choix, qui n'aurait pas été notre éthique à nous. Nous, on a voulu simplement servir le grand public au moment d'une crise qui perturbait tout le monde. Les gens, évidemment, ne comprenaient rien. Déjà, on avait du mal à comprendre, donc évidemment, demander des informations. Notre métier faisait que nous, on considérait qu'on devait les informer au plus juste des connaissances scientifiques. C'est tout. On n'avait pas cette prise de recul qui était primordiale. Oui, mais les médecins en plus qu'on invitait disaient tout sur les plateaux. Ce que je vous dis aujourd'hui peut-être sera faux demain. Donc il y avait une extrême humilité et un choix, voilà, d'être nous, de coller pour nous à la vérité scientifique. D'autres chaînes ont fait d'autres choix. C'est vraiment leur problème. Ça n'a pas été le nôtre. Ce qui vous a vraiment propulsé, c'est le magazine de la santé. Ça a commencé en 2000, si je me trompe pas. 99. Comment est né finalement ce projet qui est à l'origine de cette émission? C'est Michel Simès et Christian Jurin, qui étaient le producteur à l'époque, voilà, qui ont dit un jour qu'ils avaient vraiment envie de faire une émission de santé. Alors à l'époque, c'était 7 minutes qui était proposé. On était allé proposer ça à France 5. C'était le journal de la santé, d'ailleurs. C'est le journal de la santé, absolument, qui faisait 7 minutes. Et à l'époque, c'est vrai qu'on nous a un peu dit, oui, l'idée est bonne, d'accord, mais vous ne pourrez pas faire 7 minutes tous les jours, il n'y a pas assez de matière. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de quotidienne quand même santé à l'époque. Et donc, on a été mis à l'antenne pour 7 minutes. Alors, évidemment, sur 7 minutes, on avait de quoi faire. Les sujets, on en avait pour quelques années. Voilà, puis on est passé ensuite à 17 minutes, à 26 minutes, à 52, à 1h30. Bon, là, on est revenu à 52 des réseaux d'antenne. À ce moment-là, Michel Simès a pensé à vous directement. Mais on travaillait déjà ensemble. D'accord. Pour d'autres choses, en fait, on bossait déjà ensemble. Donc, il m'a dit, est-ce que tu veux pas être de l'aventure? Mais à l'époque, j'étais pas du tout à la coprésentation. J'étais rédactrice en chef. Après, j'ai fait des chroniques. Bon, puis après, je suis devenue présentatrice avec lui. Mais non, on bossait déjà ensemble et on avait envie de continuer à travailler ensemble. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être un petit peu dans l'ombre de Michel Simès? C'est compliqué. Non, j'ai pas eu l'impression du tout d'être dans l'ombre parce que nos rapports à nous étaient pas comme ça. Oui. Du tout. C'est-à-dire que, d'abord... J'ai toujours eu beaucoup de respect. Énormément de respect, énormément d'amitié bien avant qu'on fasse ça. Donc ça, il n'y avait pas ce problème-là. Ensuite, il se reposait quand même pas mal sur moi parce qu'il sait que je suis une bosseuse. Et donc, c'était vraiment un partage des tâches, des compétences. Enfin, c'était vraiment... Puis c'était un plaisir à l'antenne. Donc, pas du tout.
Mais pendant longtemps, oui, je pense que le regard des autres, et notamment de certaines personnes, certains médecins, etc., qui venaient à l'émission, c'était quand même, c'est Michel qui dirige tout ça et je viens l'aider, quoi. Oui, il y a eu de certaines personnes des commentaires ou des regards qui ont été un peu difficiles à encaisser. Mais c'est pas du tout du fait de Michel. Oui, en plus, il a un charisme et il prend de la place malgré lui. Oui, mais c'était pas du tout contre moi, et c'était vraiment on a toujours fait ça à deux de manière tout à fait égale et équivalente. Il y avait aucun problème par rapport à ça. On a chacun en plus des domaines de médecine qu'on préfère ou pas, donc on s'est un peu toujours réparti ça. On avait la même vision des patients, la même vision de la médecine. Donc c'est pas du tout. On a travaillé vraiment main dans la main. Mais le regard parfois était un peu lourd au début. Oui. Alors justement, quand on parle du magazine de la santé, j'ai aussi des images qui me viennent, des fous rires, des blagues parfois un petit peu osées. Et ça a souvent nourri les zappings. Est-ce que ça, c'était parfois un peu décevant de se dire il faut vraiment qu'on soit pris au sérieux? Non, pas du tout. Parce que je pense d'abord c'est ce qui a permis à l'émission d'exister et de durer. Parce qu'effectivement, la médecine, c'est un sujet lourd, que la maladie, c'est quand même difficile. Et que d'avoir ces pauses de respiration et de rire dans une émission médicale, ça a fait d'abord notre spécificité, et c'était bien, mais ça nous permettait à nous de tenir aussi, parce que c'est pas facile de parler pendant 1h30 de maladie, de pronostics, de traitement, de mort. C'est extrêmement lourd pour nous aussi. C'est pas que, effectivement, c'est pas la chose la plus simple à faire, et que ces pauses-là, qui nous faisaient connaître, parce qu'effectivement, le zapping s'est fait sur ces fous rires-là, c'était très bien. Et ça a permis à des gens de venir voir une émission qui aurait pu être anxiogène parce qu'ils savaient qu'on allait rire dès qu'on le pouvait, ce qui est quand même essentiel. Et sur tous les sujets, on y arrive. Et c'est quand même important parce que ça n'enlève rien au respect qu'on a pour ceux qui souffrent, mais ça permet simplement aussi de les détendre. C'est ce que nous disent aussi les patients. Donc ça, c'est très important. Non, donc ça n'a jamais été une frustration. Parfois, c'est vrai que quand on nous demande, quand il y a des émissions qui reprennent un peu tous ces moments-là, et qu'on nous demande toujours les mêmes extraits, les mêmes, vous savez, il y en a eu d'autres, on a rigolé. Bon, mais voilà, c'est pas grave. Moi, quand je les revois, je continue à rire, donc c'est pas un problème. Honnêtement, c'est pas réducteur parce qu'on est suffisamment le cerveau. Voilà. Donc c'est pas un problème. Justement, le fou rire, alors on en a vu beaucoup, mais celui qui vous a marqué, meilleur fou rire avec Michel Simès sur le plateau? Mais je pense que le meilleur, mais parce que vraiment, je pense que je suis pas arrivée à reprendre ma respiration. On devait passer un sujet sur les momies, et puis on n'avait plus le temps. Donc je devais dire, on m'a dit à l'oreillette que t'as plus de temps, donc je devais dire que de toute façon les momies avaient attendu 2000 ans, elles pouvaient attendre 2 jours de plus. Je n'y suis jamais arrivée. Jamais, donc impossible de parler tellement je riais. Michel, dans ce cas-là, me regarde sans m'aider du tout, alors qu'il a les larmes aux yeux, sans m'aider du tout, genre la pauvre, comment elle va s'en sortir. Et là, impossible, on a envoyé en régie un sujet, parce que je ne pouvais rien dire tellement je riais. Ça partait de rien? Mais c'est débile de penser que parce qu'effectivement les momies ont 2000 ans, elles peuvent attendre 2 jours de plus. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, et ça a duré quand même un bon moment. Et je l'ai revu il y a pas longtemps parce qu'effectivement les émissions le reprennent et c'est pathétique à voir, mais je ne pouvais pas faire autrement. Donc ça fait partie de ceux qui m'ont le plus marqué, oui. Travailler sans lui, ça vous manque? Est-ce qu'il y a une forme de manque aussi? Alors d'abord, il y a eu une transition, parce que depuis que Michel est parti, ça fait maintenant quelques années, il y a d'autres médecins qui m'ont accompagnée. Là maintenant, je suis à l'antenne toute seule avec 2 comparses tous les jours, Rim Benhammer qui est là pour être un peu le relais des téléspectateurs, et Jimmy Mohamed qui est médecin, donc qui fait l'actu santé. Donc je suis pas toute seule, on fait un vrai trio et une vraie bande qui est extrêmement agréable à mener. Mais non, ça manque pas de pas travailler avec Michel, d'abord parce que je suis toujours associée avec lui, donc qu'on se voit quand même très régulièrement, qu'on reste amis, donc ça ne change rien. Je pense qu'on était aussi arrivé un peu au bout de quelque chose parce que Michel avait envie de faire d'autres choses, et que voilà, quand on a une quotidienne, c'est quand même très prenant, donc on peut pas avoir plein d'activités en dehors, donc ça s'est plutôt bien trouvé. Et moi personnellement, finalement maintenant, je trouve que c'est assez confortable de présenter tout seul, parce que ça demande beaucoup moins pas avec Michel parce qu'on a toujours travaillé ensemble, mais avec les autres présentateurs qui ont tous été adorables, qui ont tous apporté des choses différentes. Mais finalement, je me gère toute seule, quoi. Il faut moins s'adapter à l'autre. Voilà, j'ai moins besoin de faire attention, surtout à pas prendre trop de temps d'antenne. Enfin, voilà, le quotidien d'un duo de présentateurs.
C'est du coup extrêmement confortable parce que Jimmy a sa place précise, Rim a sa place précise, mais je distribue la parole, mais je mène le temps, et du coup c'est moins fatigant, honnêtement. Donc, est-ce que ça vous a aussi donné davantage confiance en vous? Vous disiez que vous n'aviez pas confiance en vous et que du coup la télé non, je dirais pas d'être une évidence au départ. Je dirais pas honnêtement parce que de toute façon c'est un travail d'équipe. Parce que si je suis là tous les jours à l'émission, c'est parce que toute la rédaction a travaillé pour apporter des sujets, pour apporter du fond, etc. Donc c'est pas mon travail à moi. Je veux dire, moi je présente, mais c'est le travail de toute une équipe parce que Jimmy et Rim me soutiennent et sont là aussi. Donc voilà, c'est pas ça qui me donne confiance. Moi, la seule chose qui m'ait donné confiance en moi, très honnêtement, c'est les romans que j'ai écrits. C'est la seule chose qui m'a donné confiance parce que c'est la seule chose que j'ai fait moi-même, toute seule. Comme ça a plutôt bien marché, c'est la seule chose qui m'ait permis de me dire oui, je suis capable de faire quelque chose toute seule. Même mes enfants, je les ai pas fait toute seule, on les a fait à 2. Donc je peux pas dire, voilà, la seule chose, même si j'en suis extrêmement fière, j'en ai pas tiré de fierté moi ou de réassurance. La seule chose, ce sont effectivement mes romans parce que personne ne m'a aidé. Vous parlez de vos enfants, donc vous avez 3 enfants, c'est ça? Est-ce que justement votre rôle de maman et toute cette carrière télé, ça a été difficile à mener de front? Honnêtement, non. Plutôt, encore une fois, comme je disais par rapport à ma mère, je suis une privilégiée. J'ai pu avoir quelqu'un qui s'occupait des enfants quand ils étaient petits et que je travaillais, qui allait chercher à l'école, qui s'occupait de les faire travailler. Donc non, j'ai été extrêmement privilégiée. Moi, ça n'a été qu'un atout parce que c'est eux qui m'ont fait grandir, c'est eux qui m'ont vraiment tout apporté. Donc je n'ai eu que des bénéfices d'avoir des enfants. C'est juste que du bonheur. Ça n'a jamais été compliqué, mais encore une fois, parce que franchement, je vis dans un monde qui est facile. J'ai de la chance. Ils ont quel âge maintenant, vos enfants? Ils ont 33, 30 et 26. Et ils font quoi? Alors, il y en a un qui est scénariste, une qui est graphiste et le dernier qui fait à la fois de l'audit et de la politique. Dans tous les endroits où ils travaillent, personne ne sait que ce sont mes enfants. Ils ne portent pas mon nom et ils ne veulent surtout pas qu'on sache qui sont mes enfants. Ils veulent réussir par eux-mêmes. Ils ont bien raison, donc personne ne le sait. Vous avez eu en tout cas la sensation d'être présente pour eux. Vous avez été une maman. Oui, je pense que j'ai été présente, même si je bossais beaucoup. Mais j'ai jamais travaillé le week-end, par exemple. J'ai toujours pris des bonnes vacances et je me suis, dans ce cas-là, oui, effectivement. Alors, j'étais pas du tout la maman bac à sable, gâteau, tout ça. Je suis nulle. Mais en revanche, j'avais une volonté énorme, c'était de leur donner confiance en eux, en l'occurrence. C'était de leur apprendre le bonheur, le goût du bonheur, alors le goût aussi bien sûr de l'effort, avec une éducation, je crois un petit peu stricte, mais bon, c'était mes valeurs à moi. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, ils ont confiance en eux. Et je pense qu'ils ont le vrai goût du bonheur, donc je me dis que là, j'ai quand même réussi, même si j'ai pas fait beaucoup de pâté de sable. Alors, vous avez été le joker d'Alessandra Sublet dans C'est à vous. Est-ce que ça vous plairait à nouveau de rejoindre cette belle bande de C'est à vous, chapeautée par Anne-Elisabeth Lemoine? Est-ce qu'on vous l'a proposé? Non, mais honnêtement, là, pour le coup, je vois pas où je mettrais ça dans mon temps de travail. Parce que l'air de rien, une quotidienne, ça demande quand même beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, que je suis une grande paresseuse, donc j'ai surtout pas envie de travailler plus que je ne le fais. Et déjà, je bosse beaucoup. Parce que je m'occupe de pas mal d'associations, de pas mal de jurys, de livres, etc. Parce que j'ai des collaborations dans deux magazines. Voilà, tout ça prend quand même beaucoup de temps. Que là, depuis quelques mois, j'interviens aussi au 19-20 comme experte Covid. J'ai vraiment pas plus de temps que ça, donc je regarde souvent avec plaisir et j'adore Anne-Elisabeth, mais très honnêtement, je serais pas capable de faire plus que je ne fais aujourd'hui. Alors une quotidienne, non, j'ai bien compris que c'était pas possible dans votre emploi du temps, mais des émissions, est-ce que vous avez d'autres envies d'émissions, de temps en temps, un prime time? Oui, les prime time, si c'est sur des sujets que je suis capable de traiter, bien sûr que sur des cas particuliers, ça m'intéresse toujours. Il y a une émission de société, s'il y a quelque chose qui peut être en cohérence avec mes compétences, oui, bien sûr que ça m'intéresse toujours. Je pense jamais non à ça. Si un jour on me propose, mais j'y reviens depuis 20 ans, mais c'est pas grave, une émission, une participation à une émission culturelle, notamment de livres, je serai là avec bonheur parce que ça fait partie de mes immenses bonheurs de faire découvrir
la littérature et notamment la littérature pas connue aux gens, à faire partager, faire que les gens aiment les livres. Donc ça, bien sûr, on a fait plusieurs années des chroniques littéraires avec Gérard Collard dans les émissions d'été et j'ai adoré ça. Donc voilà, ce genre de participation, oui, c'est à côté de mon domaine habituel, ça j'adore. On connaît très bien la femme de télé, il y a aussi la romancière. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours ? Ah oui, absolument. C'est vrai qu'après mes 3 premiers romans, j'ai fait 2 romans vraiment de société, qui traitent de faits de société. Le dernier, c'est un roman policier, qui traite d'ailleurs aussi d'un fait de société, parce que j'aime bien mettre en lumière certains événements pour pouvoir faire connaître certaines choses. Donc là, je suis sur l'écriture du prochain, qui, j'espère, sortira en janvier 2023. C'est vrai que dans les occupations que j'ai, c'est pas toujours facile de trouver le temps. Je suis tellement heureuse pour les romanciers qui n'ont qu'à écrire. J'aimerais tellement faire ça. Mais voilà, j'essaie de trouver du temps à côté de mes activités pour continuer à écrire et c'est un bonheur tel. C'est une telle reconnaissance ensuite de la part des lecteurs que c'est du bonheur absolu. Donc oui, je suis sur le prochain. On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que vous voyez encore longtemps à la télévision ? Est-ce que vous vous posez cette question ? Je ne me la pose absolument pas, parce que ça dépend pas de moi, j'ai l'impression. Non, mais je veux dire, je pourrais dire, ça va, j'ai fait 30 ans, je peux arrêter. Non, parce qu'en l'occurrence, je me fais plaisir tous les jours. Tous les jours, je reçois des patients. Tous les jours, je reçois des médecins. Tous les jours, j'apprends quelque chose. Tous les jours, je suis émue. Tous les jours, je ris. Qu'est-ce que je vous dis ? J'aurais un peu dur de dire non, là, j'arrête, ça suffit. Non. Tant que ça continue d'abord à me rendre profondément heureuse, je continue à apprendre. Donc évidemment que je continue. Après, si un jour on considère que j'ai plus l'âge, qu'il faut que quelqu'un d'autre prenne le relais, ça sera la loi de la télévision. Je veux dire, cette émission m'appartient pas, elle fonctionne très très bien grâce aux journalistes et aux rédacteurs en chef qu'on a, qui sont tout à fait remarquables. Donc l'émission ne pâtira pas de mon départ. Je le regretterai le jour où ça arrivera, mais c'est la loi du genre. Ça me paraît tout à fait normal. J'ai déjà eu la chance que ça ait duré comme ça. Voilà, le jour où ça s'arrêtera, ça sera normal. Mais tant qu'on me garde là et que moi je suis heureuse, c'est que du bonheur. J'ai une chance quand même inadmissible. Certaines femmes que j'ai pu interviewer ont fait part de leurs difficultés. En tout cas, pas de leurs difficultés à elles, mais on leur faisait sentir que une femme un petit peu âgée avec des rides, c'était compliqué en fait de vieillir à l'antenne. Est-ce que ça c'est quelque chose que j'ai l'impression que non. Écoutez, j'ai pas le choix dans la mesure où je fais rien. Je suis pas du tout contre la médecine ou la chirurgie esthétique, mais c'est pas mon truc. D'abord parce que j'ai eu suffisamment de choses graves pour pas prendre des risques avec quelque chose qui pour moi n'est pas essentiel. Ensuite parce que moi j'aime bien les visages qui vieillissent, que ce soit chez les femmes comme chez les hommes, même si c'est mieux vu chez les hommes, ça ne me dérange pas. Moi chez les femmes, si ce n'est que les hommes cachent pas leurs cheveux blancs, moi je les cache très bien. Le reste, j'ai des rides, oui, mais comme de toute façon je me mets au soleil et que je rigole tout le temps, je peux faire tout ce que je veux, j'en aurai à nouveau. Donc c'est pas, je m'assume parfaitement avec. J'ai une histoire suffisamment complexe pour m'assurer parfaitement avec l'âge que j'ai. Je suis plus heureuse aujourd'hui que je ne l'ai été il y a bien des années. Donc voilà, si je fais le maximum pour paraître convenable, pour être bien coiffée, avec une couleur de cheveux qui soit jolie, bien maquillée, bien habillée. Voilà, je fais le maximum pour. Je sortirai pas de chez moi sans maquillage du tout, avec une pince dans les cheveux. Bien sûr, c'est un peu le respect quand même des autres et des téléspectateurs, bien évidemment. Mais moi, j'assume parfaitement l'âge que j'ai, ça ne me pose pas de problème. Et si ça en pose pas, j'ai jamais reçu de message de ce type. Voilà, donc j'ai l'âge que j'ai, avec l'histoire que j'ai, avec le physique que j'ai. Après, on prend ou on prend pas, mais c'est pas quelque chose qui me perturbe. J'ai aucune angoisse de vieillir, aucune. Si ce n'est que je voudrais vivre le plus possible pour profiter des gens que j'aime, mais j'ai pas d'autre angoisse par rapport à ça. Et le fait de vieillir physiquement, moi honnêtement, me pose pas de problème. Mais encore une fois, parce que je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui, donc ça me pose pas de problème. Dernière petite question, ou plutôt réflexion. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ceux qui nous écoutent, qui débutent dans la vie ou pas, qui sont face à un obstacle, qui manquent de confiance en eux? Qui manquent de confiance en eux, je vais avoir du mal à leur dire quoi que ce soit, parce que j'ai pas beaucoup appris. En tout cas, ce que je pourrais dire à tous les jeunes et futurs parents, c'est déjà d'amener leurs enfants à ça, vraiment à ce qu'ils aient confiance en eux. Et comment faire, mais déjà leur dire tout le temps qu'on les aime, qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents. Voilà, vraiment faire, c'est essentiel déjà de leur donner ce bagage-là. Donc ça, c'est déjà, même pour des gens jeunes, c'est essentiel de donner confiance à des enfants, de leur faire confiance.
Ça leur donne confiance. Ça, c'est quand même essentiel. Pas exiger d'eux des trucs qu'ils ne veulent pas, de pas choisir leurs études à leur place, de pas choisir leur physique à leur place. C'est essentiel de leur donner confiance en eux et de les accompagner sur ce chemin. Ça, c'est déjà très important. Après, quand on rencontre un obstacle et qu'on n'a pas confiance en soi, il faut bosser. Il faut bosser, non pas sur cette confiance en soi, mais sur le fait que dans le chemin et la voie, le travail qu'on a choisi, on soit irréprochable, parfaitement crédible et légitime. Et avec ça, on peut essayer de se dire que si on réussit, c'est effectivement grâce au travail qu'on a fait et que peut-être dans ce cas-là, on peut être un peu fier de soi. J'ai pas tellement d'autres conseils que de pas compter sur les autres, de compter avant tout sur soi et aux parents d'aider leurs enfants à surtout avoir confiance en eux. Moi, je trouve que c'est la base. Écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.